si on partait tous les jours entre 11h et midi sur Europe 1, on vous emmène au bout du monde. On a largement besoin de se dégourdir les ailes après cet hiver un peu étriqué, il faut bien l'avouer, et de retrouver le plaisir de juste de voyager déjà dans la tête, comme ça, pour le plaisir. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, ça va être à vous maintenant, parce que comment on fait ? On a beaucoup parlé de la plongée aux Philippines. On va y retourner sous l'eau, Philippe. Mais concrètement. Concrètement. Il faut quand même se dire, je vais le rappeler parce que c'est peut-être pas encore assez manifeste, mais la plongée est aux Philippines ce que le ski est aux Alpes. Il faut quand même le dire, ça, Nathalie. Ça serait vraiment dommage d'aller dans ce pays où la mer est omniprésente et de pas mettre la tête sous l'eau. Même si on n'est pas un plongeur émérite. Justement, snorkeling pour tout le monde. Il y a des centres d'initiation à peu près partout, tenus par des francophones ou même des Français, des moniteurs français qui sont installés sur place. On peut juste rappeler ce qu'est le snorkeling. Palme, masque et tuba. Donc vous n'avez même pas besoin de bouteille pour découvrir les joies du monde sous-marin. L'eau, elle est toujours chaude, limpide et turquoise, vous l'avez dit, Philippe, en début d'émission. 25-29 degrés en moyenne, donc c'est plutôt des conditions idéales pour s'initier. Voilà, avec quand même paradis bleu. Un petit bémol. Dites-moi, à lequel? La méduse. Les méduses, à certaines saisons. À certaines saisons et dans certains endroits. Généralement, on vous dit là où elles sont et vous n'allez pas plonger à cet endroit. Parce que ça picote. Alors sinon, vous mettez un petit shorty, une petite combinaison, tout simplement. Ça picote pas, ça brûle. Oui, ça brûle. Alors, on a parlé de Palawan. Avec notre invité, mais je vais quand même vous dire, Palawan, c'est une destination majeure. Il y a l'île de Busuanga qui se trouve juste à côté de Palawan, et je vais vous dire pourquoi c'est un site absolument incroyable, pas simplement parce qu'il y a des poissons et de l'eau chaude, ça suffirait pas à en faire un site mondial, mais il y a un cimetière d'épaves de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la bataille entre les Japonais et les Américains. À partir de moins 12 mètres de profondeur, vous voyez que c'est pas très profond, vous avez une quinzaine de navires gigantesques qui gisent sur le fond sableux. Vous avez un cargo de 160 mètres, un pétrolier de 137 mètres et un porte-hydravion de 118 mètres. Tout ça à quelques mètres de la surface. Et on peut se glisser dedans en plongeant. Avec un guide, avec un moniteur de plongée, évidemment. Vous allez inspecter ces énormes monstres sous-marins entre 10 et 20 mètres de profondeur. Mais c'est absolument incroyable. C'est une plongée dans l'histoire et c'est ça que j'adore sur l'île de Busuanga. Alors, attendez, c'est pas fini parce que j'ai encore un autre site majeur à vous présenter. Alors, c'est plus un cimetière d'épaves. Là, c'est dans l'archipel des Visayas. C'est un site qui est unique au monde. Et cette fois-ci, on plonge pas avec des requins-baleines, Nathalie. On plonge avec une autre espèce de requin qui est très particulier. C'est des requins renards. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces requins renards? Ah ben non. Ils sont pas roux. Ils ont une belle livrée grise. Mais ils font 6 mètres de long. Avec une particularité, c'est que la nageoire caudale. Vous savez ce que c'est que la nageoire caudale? C'est la queue. La nageoire qui se trouve au bout de la queue. Cette nageoire, elle a 2 lobes, 2 extrémités, 2 ailerons, si vous voulez. Et le lobe supérieur de cette nageoire, il fait 3 mètres de long. Il est complètement disproportionné. Ça donne l'impression qu'il y a une espèce de fouet au bout de la queue. Et ce requin-renard qu'on peut voir en plongée, il y a un banc de requin-renard. Il se sert de sa queue pour assommer les bancs de poissons et se nourrir de ces poissons. Et le plongeur ne peut pas être assommé lui-même? Non, parce qu'on reste un petit peu en retrait. Et le requin-renard fait bien sûr la part des choses entre le plongeur complètement inoffensif qui n'est pas comestible et les bancs de poissons, les bancs de sardines ou les petits bancs de tous ces petits poissons massifs. Finir assommé par une queue de requin, comme je trouve, c'est une belle fin. Mais c'est un animal qui est superbe. C'est franchement... Ça a de la gueule. Ça aurait de la gueule. Alors moi, je préfère pas éviter parce qu'à mon avis, il doit y avoir une force, une puissance avec cette nageoire caudale qui donne des coups de fouet sous l'eau. C'est un spectacle magique. Pour vous qui êtes un grand voyageur, vous dites, il est mort, il était assommé par une queue de requin au large des Philippines. Vous voulez vraiment que je meure sur scène, Philippe? C'est comme Molière, vous voulez que je meure sur scène? Mais sur votre tombe, ce serait sublime. Non, écoutez, je préfère rester à Paris. Côté plage, alors ça, c'est le paradis, les Philippines. Philippe, vous l'avez dit, 7000 îles. Ok. Alors chaque île compte plusieurs plages. Vous faites le calcul. Il y a plusieurs dizaines de milliers de plages aux Philippines, donc c'est à peu près sûr qu'il y en a pour tous les goûts. Alors je vais quand même vous dire, moi, ce que j'ai apprécié. Il y a une station balnéaire en vogue, c'est Boracay. Ah oui. Voilà, Boracay. C'est un peu le Saint-Trope philippin. Voilà, c'est Saint-Trope. Alors il y a un petit côté effectivement un petit peu chic. Mais surtout qu'il y a cette plage White Beach, 4 km de long, du sable fin et blanc, c'est comme de la poudre, comme du talc. Alors c'est pas la plage déserte à Boracay, au contraire, vous l'avez dit, c'est un petit côté Saint-Trope, il y a beaucoup de monde, il y a des hôtels, des bars, des restos, il y a de l'animation tout le temps. Et puis sur la mer, il y a quoi à Boracay? Il y a des pirogues traditionnelles à voile, toutes de couleurs, et c'est ce qui donne le côté carte postale qu'on peut trouver dans cette station balnéaire de Boracay. Petite anecdote quand même, on l'a dit, le gouvernement a un peu la main ferme aux Philippines. Plus que ferme. Plus que ferme. La dent dure et la main ferme. Il a décidé en 2018 de fermer l'île de Boracay pendant 6 mois pour tout simplement éviter la saturation touristique. Ça a permis de rénover les infrastructures et de réhabiliter l'environnement. Voilà. Pour vous dire, et ça a fonctionné?
Ça a fonctionné, donc maintenant on peut retourner à Boracay. Boracay, ce que j'ai aimé aussi, Nathalie, vous êtes un peu souvenir, vous aimez bien ramener des choses de vos voyages? Des maladies. Alors, pas les maladies. Ça m'étonne pas de vous. Si c'est la maladie d'amour, éventuellement. Bon, j'ai pas mal de trucs. Hein. Je vous raconterai ça en antenne. Bon, alors écoutez, à Boracay, vous ramènerez pas de maladie. Vous ramènerez en revanche des bijoux Puka. Vous savez ce que c'est que les bijoux Puka? C'est des tout petits, c'est des colliers, des chaînes, des bracelets qui sont confectionnés avec la minuscule coquille du Puka. Le Puka, c'est un escargot de mer. Voilà. Donc vous revenez avec ces jolis colliers. Ça vous rendra encore plus resplendissante, Nathalie. Oh, il est gentil. Oh, il est mignon comme tout. Alors, on a parlé beaucoup de la plongée, de la mer, des îles, etc. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur les îles, il y a des paysages extraordinaires. Ça vous dit quelque chose, le Pinatubo? Bah oui. Philippe. Voilà. Volcan. Le volcan Pinatubo, celui qui a fait parler de lui en 1991, souvenez-vous. Moi, j'étais jeune à cette époque et je m'en souviens encore bien. Ce volcan qui a défrayé la chronique pendant des mois. Il a projeté une colonne de cendres et de roches jusqu'à 40 km d'altitude dans l'atmosphère. C'est un énorme nuage qui s'est dispersé sur une bonne partie de la planète. Ouais. Effectivement, on n'a parlé que de ça pendant 6 mois. Aujourd'hui, ce Pinatubo, heureusement, il est devenu plus calme, il s'est assagi et on peut le gravir. C'est ça qui est génial. Petite randonnée, ça fait 1450 mètres d'altitude, où c'est pas très haut. Vous pouvez y faire à la journée avec un guide. Et ce qui est génial, c'est qu'on traverse d'abord des paysages lunaires d'apocalypse avec de la cendre partout. Vous marchez sur de la cendre noire. Et ensuite, au fur et à mesure que vous montez sur les flancs du volcan, il y a de plus en plus de végétation, de luxuriance tropicale. Et quand on arrive sur le rebord du volcan, sur le cratère, au bord du cratère à 1450 km, qu'est-ce qu'on voit dans le fond du cratère? Un lac bleu turquoise. Voilà la récompense de ce Pinatubo. Il y a un autre volcan que j'adore. C'est un cône parfait. Il est d'une géométrie absolue. Vous imaginez le cône idéal, c'est le mont Mayone, qui est sur l'île de Luçon. Ah, Luçon aussi. Qui est vraiment un chef-d'œuvre esthétique. Et on peut le gravir aussi? On peut le gravir, c'est moins spectaculaire que le Pinatubo, mais de loin, c'est vraiment un cône, mais d'une rigueur absolue. C'est magique. Très, très magique. beau. Et puis, alors, est-ce que vous allez nous parler des rizières? Parce qu'il y a vraiment des très, très belles rizières. Alors, il faut rester sur cette fameuse île de Luçon, là où se trouve la capitale Manille, les rizières de Banaoué. Ah oui. Et ces rizières, franchement, alors les rizières, on connaît tout ça, c'est pas ça qui est franchement spectaculaire. C'est en fait que ces rizières, ce qu'elles ont de partie, elles sont en terrasse, Nathalie. Des rizières en terrasse, ça fait comme des gradins dans un... En terrasse, Nathalie. Non, mais dès vous vous rendez compte? Terrasse, il se dit, ça y est, terrasse, apéritif, n'importe quoi. Il faut imaginer qu'elles font, on dirait des gradins comme dans un amphithéâtre de verdure sur plusieurs centaines de mètres de haut. Et comme sur ces rizières, il y a une pellicule d'eau, vous voyez? Oui. Et bien justement, on a l'impression que ce sont d'immenses miroirs imbriqués les uns dans les autres. Et quand le ciel se reflète sur ces rizières et ces miroirs, on ne sait plus du tout où on est complètement perdu. Et ça, c'est absolument magique. Ce paysage, il est tellement unique et la disposition de ces terrasses, de ces rizières en terrasse tellement spéciales que le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Vous les décrivez superbement bien. Et moi j'ajouterais, si vous me permettez, c'est qu'il y a l'époque où elles sont en miroir parce qu'elles sont en eau, et il y a l'époque aussi où le riz a poussé légèrement, où il est encore jeune, et où le vert des brins de riz est littéralement fluo. Donc vous avez des terrasses fluo, brillantes, lumineuses, qui sont magnifiques. Pour les gens qui veulent faire des belles photos, des belles vidéos, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Alors l'idéal pour les découvrir, ces paysages de ces fameuses rizières en terrasse, c'est la balade avec un guide. 2 ou 3 jours, on passe de village en village, on traverse tous ces paysages absolument magnifiques. Puis on dort chez l'habitant, c'est ça aussi l'expérience. Il faut un peu s'immerger avec la population dans les villages. C'est génial, on partage la vie d'une famille. J'ai d'ailleurs des souvenirs un petit peu embrumés parce que le soir, justement, dans la famille qui m'a hébergé, j'ai dégusté un petit peu trop d'alcool de riz. mon cher Philippe. La façon dont vous le dites, on sent que c'est un bon souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour se réveiller et marcher au milieu de ces rizières? Pour finir rapidement, Jean-Bernard, il faut qu'on parle de la fête quand même aux Philippines. Oui, alors la fête un peu spéciale. Les Philippins, on l'a vu, c'est un pays qui est resté très catholique, donc il y a beaucoup d'énergie dans ces fêtes. Il y a une fête hors norme, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques dans une ville qui s'appelle San Fernando, au nord de Manille. Alors c'est pas la petite messe comme on peut voir en Europe. Là-bas, le vendredi saint, et la cérémonie de la crucifixion. C'est un truc de fou. Il y a des volontaires évidemment, qui sont coiffés d'une couronne d'épines, comme le Christ, et qui reproduisent le calvaire du Christ. Ils se flagellent jusqu'au sang, et pour certains, tenez-vous bien, ils se font crucifixer sur des croix
de bois. Avec des vrais clous. Avec des vrais clous. Avec des vrais clous de 8 cm par des hommes qui sont déguisés en romains. Alors évidemment, ça dure pas très longtemps, mais on peut voir ces suppliciés volontaires. Ensuite, évidemment, il y a des médecins à côté, on leur enlève les clous. Mais c'est des gens qui disent, c'est un témoignage de ferveur, ils adorent ça. Et il y en a qui le font plusieurs fois dans leur vie. Et ils vous montrent la marque du clou de l'année dernière dans la main. C'est une fierté. C'est dingue. C'est une fierté. Ouais. Je précise que l'Église catholique ne cautionne pas ce type d'événement.